Nous allons vous proposer, alors on appelle ça table ronde, en fait, c'est de partager des visions, des regards sur l'Ardi, sur ce qu'est l'Ardi, sur ce qu'est l'écosystème de l'innovation, et puis commencer à poser des questions aux uns, aux autres, s'interroger, et puis peut-être finir, et même je l'espère, finir en parlant de ce qui se profile à l'horizon et de ce que va devenir l'Ardi en continuant sa course. Jean-Luc Gagnère, je vous propose de prendre le micro. Dans tout ce dispositif de l'innovation, ces 200 structures, si j'ai bien entendu, qui sont accessibles, qui existent en Rhône-Alpes, beaucoup d'entre elles sont soutenues par la région, accompagnées par la région, certaines ont été initiées par la région. C'est tout un dispositif dont Bruno Raguet nous a dit qu'il était à la fois riche mais un peu complexe. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision de cette notion d'écosystème? C'est un très joli mot, mais ça, vous le voyez comment, cet écosystème aujourd'hui? On a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Oui, alors il est complexe. La question est de savoir s'il est surabondant. Je ne crois pas que les uns et les autres marchent sur les plates-bandes des uns et des autres. Mais on est en France, il y a 36 000 communes, des strates administratives très complexes, et je crois qu'on est toujours dans cette complexité-là. Alors soit on l'aborde de manière pragmatique en essayant de faire fonctionner des réseaux, où tout le monde se met autour de la table, où chacun apporte ses financements, même si pour ce qui concerne l'Ardi, c'est la région qui apporte l'essentiel des moyens. Il n'empêche qu'il n'y a que comme ça que l'on peut progresser. On prend acte que c'est complexe, mais on fait avancer les choses. Mais si on essaye d'avoir une structure unique, on peut y passer des décennies, et à l'arrivée, il n'y aura rien. Donc je crois qu'on a pris en compte cette complexité qui est le fruit de l'histoire, qui est aussi le fruit de la richesse de notre région. On est dans une grande région où l'innovation est omniprésente depuis quand même très très longtemps. Il y a une tradition industrielle, il y a des territoires qui se sont construits de manière différente et dans des périodes très différentes. Et donc, eh bien, il faut essayer de faire fonctionner cela ensemble. Alors, ce qui nous intéresse à nous, régions, c'est de voir, et la carte qui a été présentée par Bruno Raguet est extrêmement intéressante. On voit que la ressource, elle se trouve sur tout le territoire de Rhône-Alpes, qu'il faut évidemment faire en sorte que tout ça se connecte ou s'interconnecte au bon moment, éviter les redondances et faire en sorte qu'évidemment on soit les plus économes possibles dans ce système-là. La fusion des 7 pôles et agences visait à non pas faire des économies, mais à faire en sorte qu'avec le même budget, on puisse gagner en efficacité, et ça n'était pas simple. Et moi je tiens vraiment à rendre hommage au président Berton et à Bruno Raguet, parce qu'ils ont eu la période la plus difficile de l'agence, puisque faire fusionner 7 pôles et agences, vous avez vu la part que tenaient donc les coûts de gestion, hein, c'était énorme, hein, on était près de la moitié du budget, des budgets qui étaient consacrés à l'entretien interne et pas du tout au financement de projet. Donc avec des budgets constants, il y a eu des redéploiements. Ça a été pas facile pour les personnels, mais on y est arrivé, et vous y êtes arrivé. Et donc l'avenir, c'est faire fonctionner tous les terme de l'Ardi, parce que ça ne s'appelle pas Harry, ça s'appelle Ardi. Et je le rappelle, ça a été un grand débat avec Roger Fougère, qui était mon ex-collègue et vieux collègue. On était sur l'innovation et sur le développement. Et donc, c'est en même temps le développement, comme le disait le président Berton, il s'agit de faire en sorte que les PME deviennent des ETI et que les TPE deviennent des PME. Et donc, on aura l'occasion d'en reparler sur certains points. C'est ça le challenge, avec des moyens qui sont contraints du côté de l'État et des moyens qui sont contraints aussi au niveau de la région. Je crois il faut qu'on mette tout ça en mouvement. Et il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Et aujourd'hui, l'Ardi s'est imposé, est accepté dans le paysage rhône-alpin. Alors, on peut en parler peut-être tout de suite, si vous voulez bien, garder le micro. La question PME, développement PME versus Ardi, aujourd'hui, vu dans la logique que vous proposez, dans la logique qui se met en place, la place de l'Ardi dans cette logique développement PME, le mot PME qu'on retrouve dans différents programmes, dans différents projets qui sont au sein de l'Ardi. Je ne vais pas revenir sur ce
qui a été présenté par Bruno Raguet, bon, c'est l'accès des entreprises à l'innovation. J'insisterai sur un point qui a été peu abordé, si ce n'est juste à peine cité. C'est l'ARDI a été la MO sur le plan PME. Le plan PME, il se trouve qu'on avait en début d'après-midi le comité de pilotage sur le plan PME. C'est un plan qui vise à toucher 1500 entreprises chaque année dans différents programmes sur la stratégie, la performance, l'ingénierie financière, des actions ressources humaines, etc. Qu'est-ce que c'est que le plan PME? C'est des actions, enfin c'est un parcours qui permet à des PME de rentrer dans le cercle vertueux de l'innovation, du développement. Parce que si on fait de l'incantation en disant les PME qui doivent aller dans les pôles de compétitivité, etc., bon, pour certaines, ça sera relativement facile parce qu'elles ont été créées pour ça. Pour d'autres, elles sont très éloignées de ces préoccupations, ou en tout cas, elles ne sont pas complètement matures. Et donc, il faut apporter les vitamines dont elles ont besoin, les amener à repenser leur stratégie, gagner en performance, réorganiser un certain nombre de choses, adapter les outils financiers qu'elles mobilisent sur la place financière et les financements publics pour être efficaces. Et donc, le travail qu'a fait l'ARDI a été assez déterminant. Ça n'était pas simple, il y avait des bouts de programmes collectifs dans la région qui étaient financés par les uns et par les autres. Et le rôle de l'ARDI, ça a été de réunir tout le monde et de faire en sorte, sur une feuille de route qui était discutée entre l'État, qui est un partenaire extrêmement important dans cette affaire, et la région, eh bien, de faire un plan et un programme qui est cohérent, ambitieux. C'est 15 millions d'euros le plan PME. Ce n'est pas uniquement de l'argent public, c'est aussi des participations, 15 millions d'euros chaque année pour 1500 entreprises. Donc ces consultants très haut de gamme qui vont travailler avec des TPE, des PME, la moitié des entreprises d'ailleurs ont moins de 10 salariés, on pense qu'à terme, c'est ce qui va aider les entreprises à rentrer dans ce cercle vertueux, à se développer, à créer des emplois, à créer de la valeur ajoutée. Et donc, ça a été tous les débats de cet après-midi. Et l'ARDI a commencé à travailler sur un autre axe, d'ailleurs, qui a été évoqué lors de la conférence sociale qui s'est tenue dans cette salle. C'est tout ce que l'on peut faire sur les rapports donneurs d'ordre sous-traitants. Les dirigeants de grands groupes sont convaincus du bien fondé d'améliorer les rapports avec les PME sous-traitantes. Il faut convaincre les acheteurs, qui eux ne sont pas complètement convaincus. Ils ont été formés pour ça d'ailleurs. On les appelle les cost killers. Ils sont là pour tirer les coûts vers le bas. Et donc, il faut réapprendre, il faut travailler avec les écoles de management. Il faut intéresser les grands groupes, faire en sorte aussi que les PME, les PME sous-traitantes soient à niveau. Parce que, évidemment, si elles ne sont pas à niveau, les deux grands donneurs d'ordre iront voir ailleurs et parfois très loin de la France. Donc, la réindustrialisation de la France, ça passe par ça, et je pense que Rhône-Alpes peut constituer on peut constituer les poissons pilotes dans cette affaire. Philippe Morin-Perrier, première intervention en tant que président. Vous aurez certainement des questions qui viendront aussi bien de la salle que de ceux qui sont en tribune. Un simple premier retour sur la vision ou la réaction que vous avez à ce qui s'est dit depuis le début de cette réunion, y compris les interventions. Un retour qui nous donne une idée de votre posture en tant que nouveau président de l'ARDI. Merci. Ça n'est pas forcément la question la plus simple, j'admets. Effectivement. Enfin, pour commencer, je voudrais remercier la région, l'État et les membres du comité d'engagement pour la confiance qu'ils m'accordent pour prendre la présidence de l'ARDI. Il serait présomptueux en arrivant juste de vous faire un discours sur la future feuille de route stratégique de l'ARDI, donc c'est bien essayé, je vous remercie. Néanmoins, il y a un certain nombre de points qui me paraissent importants. Le premier, ça concerne la lisibilité du système régional d'innovation. Ça, c'est quelque chose qui a été dit par un certain nombre d'intervenants. Je représente une ETI innovante, donc censée quand même connaître les arcanes du système régional d'innovation. Et l'ARDI a créé ce document qui est vraiment un très très beau document qui reprend tout ce qui existe sur la région en termes d'innovation. J'ai découvert des choses que je soupçonnais
soupçonnais même pas. Donc je me mets à la place d'un chef d'entreprise qui n'a pas le niveau de connaissance que je peux avoir du système régional d'innovation. C'est d'une complexité extrême. Je pense que le premier challenge, il est là, c'est de contribuer à simplifier au moins la lisibilité du SRI. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jean-Louis Gagnère. Toutes les structures qui s'occupent d'innovation sont toutes légitimes dans les domaines qui sont leurs domaines d'intervention. C'est clair qu'il y a forcément du recouvrement, mais je pense que c'est relativement limité. Ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est d'être capable de donner des clés pour qu'un chef d'entreprise puisse décoder ce système. Il me semble qu'on pourrait imaginer une action où, partant du besoin des entreprises, exprimé ou pas forcément exprimé, ce qui est encore plus complexe, mais la vraie richesse est justement là, c'est d'être capable de flécher, mais dans une approche qui n'est pas une approche simpliste, de flécher vers les bons interlocuteurs. Une entreprise primo-innovante, son besoin est clairement dans son cœur de métier. Une ETI qui a déjà l'habitude d'innover, pour elle, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est développement tangentiel, c'est l'usage qu'elle n'a pas imaginé des innovations dont elle dispose. Et je pense que ce genre de choses, l'Ardi peut le faire. La vision que j'ai de l'Ardi, c'est la région Rhône-Alpes dispose d'un outil qui, à mon sens, est un outil fabuleux. C'est un outil, je pense, qui est très très différenciant par rapport à d'autres choses qui existent. Il est très très professionnel. Et ça, je pense qu'on le doit à la fois à la gouvernance précédente, mais également au personnel de l'Ardi. Il y a des indicateurs, il y a des défis stratégiques. Les choses sont très bien cadrées. Maintenant, il y a un certain nombre de challenges qui se posent. Le deuxième que je vois, c'est que autant les choses me semblent à peu près organisées ou facilement organisables ou facilement interfaçables côté entreprise, aujourd'hui je sens qu'il y a quand même un gap plus important entre, par exemple, l'Ardi et puis ce qui peut exister en termes d'offres du côté de à la fois la recherche publique et privée. Et je pense que à mon sens, un des vrais défis est là. La question aujourd'hui, elle est de la concurrence, elle n'est pas de la concurrence entre des entreprises innovantes et des entreprises qui ne le sont pas. La concurrence, elle est entre des entreprises innovantes. Et ce qui fait la différence, et ce qui au final fait le succès des entreprises, c'est la capacité à aller plus vite depuis les connaissances nouvelles jusqu'à l'innovation. Et ça demande d'être capable de formaliser ce lien qui existe entre le besoin d'innovation du côté des entreprises et l'offre en termes de connaissances nouvelles qui existent à la fois du côté de la recherche publique et de la recherche privée. Donc ça veut dire que le lien avec ce qu'on appelle les hubs, donc les offres technologiques, me paraît particulièrement important. On va revenir à ces points-là avec nos autres intervenants, et puis il y aura d'autres questions qui vont suivre. Monsieur Velay, prenez le micro à votre tour. Il marche. Normalement, il marche. Il marche. Oui, Très oui, bien. Il marche. Chambre de commerce, vous êtes dans le collège, vous êtes représentant les chambres de commerce. Les chambres de commerce sont elles aussi en pleine mutation, réorganisation. Le contact entreprise, la relation avec les entreprises, les besoins des entreprises qui a été évoqué par Philippe Morin-Perrier, ça fait partie des questions que vous vous posez aussi. Quel est le regard que vous portez sur le dispositif d'innovation en Rhône-Alpes à l'aune de ces situations qui sont en train de bouger? Tout le monde le dit depuis tout à l'heure, tout est en train de bouger, de se recaler. Votre regard là-dessus nous intéresse. Oui, déjà, le réseau des chambres de commerce que je représente est partenaire de l'Ardi depuis l'origine. C'est-à-dire que lorsque l'Ardi a été créé, sous l'impulsion du président de région, le réseau des chambres de commerce a été impliqué, je dirais, dans la définition et dans la mise en œuvre de l'Ardi. Donc ce n'est pas une découverte, même si beaucoup de choses changent aujourd'hui, on est totalement dans ce réseau. On a une mission qui a été reprécisée en juillet 2010, donc tout récemment au niveau des chambres de commerce, qui est d'accompagner les entreprises depuis leur création jusqu'à leur transmission. Donc on est dans toute la vie de l'entreprise
l'entreprise. Et dans cette partie de la vie de l'entreprise, bien sûr, il y a tout ce qui est le développement de l'entreprise. Parce que notre mission qu'on partage avec l'ARDI, c'est d'aider le développement du territoire. Pour développer le développement du territoire, c'est développer les entreprises. Et on ne développe les entreprises que par l'international et l'innovation. Donc, si vous voulez, on a une déclinaison qui est totalement commune. Nous sommes effectivement en période de re-engineering fort et fortement avancé aussi sous l'impulsion de Jean-Paul Mauduit, le président de CCI régional. Nous avons une gouvernance régionale qui est instituée, qui est en place, avec un déploiement territorial. Donc on a les deux niveaux, on a le niveau régional et le niveau territorial. Et nous sommes organisés avec des schémas sectoriels qui ont été votés récemment dans les différents secteurs, dont l'appui aux entreprises, dont le président est ici, Jean-Pierre Gillet, qui est effectivement a un déroulement d'accompagnement des entreprises tout au long de leur vie et notamment de l'innovation. Donc on est en période de mutualisation. Tout le personnel des chambres de commerce, ces 3000 personnes en Rhône-Alpes, passeront sous statut unique au 1er janvier 2013. Donc, il y aura un statut régional pour l'ensemble de ce personnel. Je suis entre autres chargé de négocier ce statut et j'étais en réunion ce matin avec les organisations syndicales. Donc, ayant en charge au niveau de CCI régional l'innovation, l'international et le social, vous voyez que j'ai de quoi m'occuper, je dirais, en ce moment. Donc, au-delà de ça, on est un accompagnateur, je dirais, ça répond un peu à votre question, l'attente des gens, elles ont besoin de lisibilité, de clarté. Parce qu'aujourd'hui, ça a été cité plusieurs fois, 200 intervenants, les gens ne s'y retrouvent pas. Et quelque part, il faut, je dirais, leur donner une clé d'entrée. Elles ont besoin d'une clé d'entrée sur les différents intervenants sur l'international, sur l'innovation, pardon. Elles ont besoin de clés d'entrée parce que les dossiers sont complexes, donc il faut les aider dans l'établissement des dossiers. Et elles ont besoin de proximité. Aujourd'hui, au niveau des chambres de commerce, on a 100 personnes sur l'international et on a 180 personnes d'appui aux entreprises. Ce sont des gens qui ont un premier contact vis-à-vis des entreprises et qui peuvent aider à l'ARDI à l'identification des gens qui veulent faire de l'innovation. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on a quelque chose de collaboratif très fort entre nos deux structures. Donc, et le troisième point qui a été évoqué d'attente, c'est le développement des écosystèmes. Pour moi, il n'y a pas opposition grand groupe ETI et PME, mais il doit y avoir une fluidité plus grande, plus forte entre les PME et des ETI, parce que c'est plus naturel à ce niveau-là, et ensuite entre ETI et grands groupes. Et tout ça doit se cultiver, se faciliter, et c'est là où, entre l'ARDI et nous, on peut avoir un travail collaboratif très fort. Je vous propose de passer le micro à votre voisin, Jean-Charles Guibert. Côté CEA, vous avez ce côté recherche publique, mais aussi une vision très opérationnelle, pragmatique de la transmission de ces technologies. Vous vous intéressez beaucoup, au travers de différents outils, aux attentes des PME, à leurs problématiques en matière de besoins d'innovation, plutôt technologique, puisque c'est le champ sur lequel vous êtes. Est-ce que vous pouvez nous donner, vous aussi, votre regard sur cet écosystème, sur la place que le CEA, tel qu'il est aujourd'hui ou tel qu'il peut évoluer, occupe dans cet écosystème, sur les horizons que vous dessinez, et notamment sur ce sujet autour duquel tout le monde tourne, qui est le besoin des PME? Oui, donc quand on parle du CEA, le CEA est réparti sur plusieurs sites en France, et notamment le CEA Grenoble, qui est assez spécifique parce qu'il ne travaille pas sur les sujets historiques du CEA, il ne travaille pas sur le nucléaire ni sur la défense. Et aujourd'hui, il est spécialisé dans les technologies de l'information, technologies de la santé et toutes les technologies de nouvelles énergies. Donc il faut quand même voir que c'est un CEA, entre guillemets, un peu spécifique et qui s'est positionné volontairement sur un niveau que j'appelle la recherche appliquée publique. De manière générale dans le monde, et aussi en France, il y a la recherche académique qui est publique et la recherche industrielle qui est privée. Et quelque part, tout le monde parle du gap, du trou qu'il y a entre ces deux niveaux, comment se fait le transfert de technologie, et quelque part, il faut bien qu'il y en ait qui se positionnent sur ce créneau de façon à effectuer ce pont. C'est le choix que nous avons fait, ce qui est un choix qui est toujours difficile, hein, parce que quelque part, on est toujours un peu comme on dit en anglais, in between, c'est-à-dire on n'est pas académique
avec la difficulté que ça d'ailleurs, mais avec aussi, je veux dire, la vision long terme, mais on n'est pas non plus privé avec la satisfaction d'avoir en permanence des produits qui sont finalisés. Notre but, c'est d'être vraiment ce qu'on peut appeler au cœur de l'innovation, prendre des résultats de recherche et les transférer auprès des entreprises. Sachant que c'est là où il faut en être très conscient, il y a à peine un quart du travail qui est fait. Je veux dire, souvent, on a l'impression qu'on est dans le monde de la recherche, et j'y étais, j'y suis toujours, que quand on transfère, finalement, tout le gros du travail est fait, et puis l'entreprise n'a plus qu'à améliorer un peu le produit, faire une ou deux plaquettes et aller vendre le produit. Il y a à peine maximum, je dirais, un quart du travail qui est fait. Et la question, c'est qui va faire ces trois quarts? Alors, on sait bien qu'on travaille avec des grands groupes. Les grands groupes sont organisés, je veux dire, et quelque part, ils vont avoir des équipes de validation industrielle, de R&D derrière, des équipes produits qui vont tout finaliser. Quand on veut travailler avec les PME et ETI, et j'enlève celles qui sont vraiment au cœur de l'innovation, ce qu'on appelle les startups, qui elles savent comment naviguer et sont entourées. Toutes les PME et ETI qui sont ou primo-innovantes ou qui ont besoin d'innovation permanente, mais dont c'est quand même pas le cœur de métier, celles-ci, quelque part, il faut savoir les aider. Et on a quand même deux grosses stars, on est très cher et on est très lent. Je veux dire, la réalité, elle est quand même ça. C'est ce que nous avons analysé au fur et à mesure des années. Et dans le cadre du CEA Grenoble et autour d'un grand laboratoire qui s'appelle le LETI et d'une nouvelle organisation qu'on a mis en place qui s'appelle Minatech, sans créer une nouvelle infrastructure, néanmoins, c'est uniquement pour développer de la visibilité, on a décidé de créer des outils. Un des outils qu'on a créé avec le soutien, entre autres, de la région, d'ailleurs, c'est on a créé, pour aider les PME, un nouveau bâtiment qui s'appelle Bâtiment des Industries Intégratives, qui a volonté, par des locaux spécialisés et par des équipes dédiées, de travailler pour les PME. Parce qu'on s'est aperçu qu'on ne peut pas demander à la même personne de faire du projet européen, de transférer à une grande entreprise, de faire une publication et puis travailler avec une PME. Ça ne marche pas. Donc nous avons dédié des personnes et des locaux pour travailler avec les PME sur des sujets spécifiques et en réfléchissant à des modèles un peu innovants, c'est-à-dire si on veut travailler vite et avec un coût raisonnable, il faut par exemple travailler bien plus avec des étudiants. Mais ces étudiants, il ne faut pas les laisser tout seuls, il faut les accompagner et les encadrer avec des moyens très très forts. Donc on a mis en place ce type d'offre et derrière, il faut aussi savoir structurer cette offre. Et cette offre, d'ailleurs, on l'a structurée sous un nom qui s'appelle Pépite, de façon à avoir des coûts fixes, je veux dire, et une approche très très pragmatique, offrant à 3 mois, 6 mois, une réponse aux PME. Parce que finalement, il y a tout cet écosystème, on en a beaucoup parlé, qui est très complexe. Mais derrière, il faut proposer des réponses simples, mais se dédier à ces réponses, savoir qu'on a des équipes dont la mission et l'évaluation derrière va être est-ce que vous avez bien répondu à la réponse de la PME dans un temps court et avec un budget raisonnable. Et je dirais le problème n'est pas le budget parce qu'on peut trouver des aides, tout le monde sait les aides qu'il y a en France, mais c'est la réponse. Une PME, en général, 3 mois, 6 mois, c'est le maximum. Le temps de réponse qu'elle peut accepter. Et en général, quand on s'adresse à une équipe de recherche, même chez nous, globalement, 6 mois, c'est le temps minimum pour commencer à apporter une première réponse. Et une réponse, je dirais, papier. Et ça, il faut casser ces schémas, et on ne peut le faire qu'avec des équipes dédiées, c'est ce que nous avons mis en place. Et donc là, il y a des choses nouvelles à inventer, y compris en collaboration, si je comprends bien. Et par contre, choses nouvelles à inventer, mais nous l'avons fait dans le cas de structures existantes. Ce qui est très important pour moi, ne pas recréer des nouvelles structures. Parce que quand on parle écosystème, dans éco, il y a la notion un peu de vie, il y a beaucoup de naissances, mais très très peu de disparitions. Et j'ai été très fier de collaborer pendant quelques années au fait de rationaliser l'ARDI finalement de cette agence, on est passé à une seule. Je veux dire, on a montré que c'était possible. Et ça, j'en suis très heureux, parce que quelque part, on sait, comme expliquait très bien Jean-Luc Gagnère, l'idée d'avoir une agence unique, je veux dire, c'est vraiment l'idée, le mieux est toujours l'ennemi du bien. De toute façon, on n'y arrivera pas, il ne faut pas avoir ça. Par contre, ponctuellement, il faut pousser les gens à travailler ensemble, mais aussi les aider à travailler ensemble, à se dire quelque part, vous pouvez peut-être fusionner petit paquet par petit paquet, je veux dire. Et c'est ça qu'il faut avoir quand même, à mon idée, comme vision. Khaled Bouabdallah, complexité, c'est un mot qu'on affronte assez facilement dans le monde universitaire et de la recherche. On vient d'en parler beaucoup. Vous êtes, dans le cadre du monde universitaire et du monde de la recherche, l'une des ressources dont on vient de parler, une ressource
dont on vient de nous dire qu'elle n'était pas toujours facile à attraper, notamment pour les PME. L'accès à cette ressource-là n'est pas facile. Il y a des outils, il y a des dispositifs, il y a des systèmes, un peu comme on vient de le faire côté CEA Leti et Minatech. Est-ce que vous pouvez nous donner une sorte de regard ou un état de l'art de ce qui se fait aujourd'hui ou de ce qui est en train de se faire, parce que vous aussi, dans le monde de l'université, les choses bougent, on réorganise, on rassemble, on crée aussi de nouvelles structures. Oui, on peut effectivement faire un état des lieux qui ne sera pas exhaustif, évidemment. Simplement, moi, je voudrais revenir sur, et ça rejoindra assez largement ce qui a été dit, sur la question de la complexité, justement. La complexité du système régional d'innovation, bon, ça a été assez largement évoqué. Effectivement, résoudre les questions de complexité, c'est pas forcément en répondant par l'unicité et la solution unique. C'est pas forcément le simplisme qui est la meilleure façon de résoudre et d'affronter les questions de complexité. Mais en revanche, il y a effectivement une vraie question, il y a un vrai sujet à traiter et qui devient effectivement aujourd'hui extrêmement problématique, parce que l'innovation, c'est essentiellement une question de temps de réponse, de temps d'avance. Ce que les entreprises exploitent, ce sont des rentes d'innovation. Et les rentes d'innovation, ça ne dure pas toute la vie, ça dure un certain temps. Et entre-temps, il faut avoir d'autres innovations, etc. Et plus le système est complexe et illisible, plus ça prend du temps d'arriver à trouver la bonne connexion, le bon interlocuteur, le bon partenaire, la bonne collaboration, etc. Donc il y a c'est un vrai sujet, cette question de la complexité. C'est pas simplement que de dire d'enfoncer des portes ouvertes, etc. Et ce que je voudrais rajouter, et qui ne va pas forcément arranger le tableau, c'est que du côté enseignement supérieur, du côté de la production scientifique, les choses ne se sont pas arrangées non plus au cours des dernières années. On a beaucoup changé, le système a beaucoup changé, et il a beaucoup changé, j'imagine, j'espère, en s'améliorant, mais aussi en se complexifiant assez fortement par la création de nouvelles structures, y compris dans le monde de la recherche et de la science. On ne sait pas plus qu'ailleurs supprimer des structures. Donc on a créé beaucoup de nouvelles structures. Le programme d'investissement d'avenir a permis d'en créer encore d'autres, toutes les structures annexes, donc je ne vais pas vous en faire la liste, mais il y en a un certain nombre, et y compris aujourd'hui, du côté du monde de la recherche, ça devient extrêmement compliqué de s'y retrouver pour les chercheurs. Pour les chercheurs, ça devient aussi extrêmement difficile, et on a besoin aussi de lisibilité de ce côté-là. Alors, évidemment, on essaye d'affronter ces questions-là. Le projet de société d'accélération et de transfert de technologie régionale est une façon d'affronter ces questions de complexité et de mettre des moyens, des ressources ensemble au service de la recherche pour la rendre plus lisible, plus attractive et aussi plus disponible pour répondre aux besoins qui viennent des entreprises. Mais là aussi, ça ne se fait pas dans la simplicité, ce n'est pas forcément un chemin pavé de bonnes intentions, hein, c'est aussi très compliqué. Messieurs, sur ces différents témoignages, pour le nouveau président, ça contribue à accroître l'ampleur de la tâche sur la complexité qui continue à se développer. Non, pas forcément. C'est vrai que si une SATT régionale se met en place, ça contribuera, à mon avis, grandement à la simplification du dispositif. Mais je voudrais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que pour rendre les choses plus simples, il faut partir du besoin de l'entreprise. Et pour prendre une image, je pense qu'il faut retourner la chaussette. Et donc partir du besoin de l'entreprise. Les mathématiciens diraient qu'il faut inverser la matrice. Une chose qui a été évoquée un petit peu brièvement, c'est le rôle des ETI. C'est aussi un sujet qui me tient à cœur. Je pense que les ETI ont un vrai rôle à jouer en termes de force d'entraînement dans l'innovation des PME.
Premièrement, je pense que ce sont celles qui connaissent le mieux les PME, ce sont celles qui sont le plus proches des PME. Et je pense qu'elles ont au-delà d'un intérêt, parce que c'est ce que disaient André-Jacques, Auberton et Hervé, une entreprise ne vit pas toute seule dans son écosystème. Au-delà de l'intérêt qu'elles ont à être entourées de PME innovantes, je pense qu'elles ont également un devoir d'emmener les PME dans des projets innovants. Ne serait-ce que parce que pour une offre technologique innovante, vue d'un grand groupe, ce n'est pas tout à fait la même chose quand une PME arrive seule ou quand une PME arrive accompagnée d'une ETI. On parle dans le plan PME des relations de Nordord pour Nordord. Pour l'avoir vécu, je peux vous assurer que ça change complètement les choses. La PME n'est pas vue du tout de la même manière et les relations démarrent sur un angle qui est complètement différent. Donc ça me paraît particulièrement important. Donc ça, pour vous, ça fait partie des axes sur lesquels il faudra travailler. Tout à fait. Il y a une action qui avait eu lieu en 2011, qui avait été couronnée de succès, que l'Ardi avait lancée. Je pense qu'il faudra la dupliquer et la multiplier. Une autre chose sur laquelle je voudrais insister aussi, c'est que je pense qu'un des rôles de l'Ardi aussi, c'est de contribuer à l'émergence de projets et de sujets collaboratifs, aux interfaces des structures que sont les pôles de compétitivité. Les pôles de compétitivité creusent des sillons. C'est la mission qu'on leur a confiée. On parle dans les dispositifs de collabellisation. La collabellisation, aujourd'hui, c'est un processus beaucoup plus formel qu'une co-création entre des pôles de compétitivité. J'ai gardé le souvenir de la richesse des débats et des idées nouvelles qui sont nées lorsque la région Rhône-Alpes a participé à l'appel à projet sur les pôles écotechnologie. C'est quelques jours de rencontres entre les différents pôles qui avaient à imaginer des projets aux interfaces. J'en ai gardé vraiment un souvenir extrêmement bon. De vrais projets, de vraies idées sont nées de ces rencontres. C'est quelque chose qu'il faut multiplier et ça peut être un des rôles, c'est à mon avis un des rôles de l'Ardi. Et pour finir, je voudrais dire deux mots de l'Europe. Un des effets collatéraux de la création des pôles de compétitivité, c'est que beaucoup d'entreprises innovantes et un certain nombre d'acteurs de la recherche publique et privée sont sortis des réseaux de la recherche communautaire parce que simplement il était plus facile d'aller chercher du financement sur des projets à risque au niveau national à travers le FUI et l'ANR et on fait ça. On fait ça quand même depuis maintenant presque 7 ans. 7 ans à l'échelle des réseaux, c'est énorme. Ça veut dire que les réseaux qui existaient aujourd'hui, ils existent toujours, mais sauf qu'on n'est plus dedans. La France avait déjà une participation, que ce soit en termes de PME, de ETI, qui était relativement faible dans les programmes communautaires. Je n'ai pas vu les chiffres récents, je suis à peu près persuadé que ça a vraiment dû s'amplifier. Il y a un vrai challenge à relever aujourd'hui et je pense que c'est une urgence parce qu'il ne faut pas être naïf. C'est entre le moment où on décide de retourner dans les réseaux pour y participer, pour monter des programmes collaboratifs, et le moment où on est reconnu par ses pairs et finalement les gens vous appellent viennent vous chercher pour participer à des projets, c'est quelque chose qui s'étale sur plusieurs années. Je pense qu'une des missions que pourra avoir l'Ardi, c'est d'être visible de Bruxelles en tant qu'interface avec des entreprises innovantes et d'emmener des PME dans des programmes communautaires de recherche et développement. Et donc d'être capable de tenir dans le temps dans l'accompagnement de ces programmes, parce que ça aussi c'est long. Tout à fait. C'est une vraie, les programmes européens, c'est une vraie complexité, une concurrence énorme, un formalisme qui n'est pas à la portée qui n'est pas forcément à la portée des PME, une lisibilité qui n'est pas si simple, mais il existe des dispositifs et des journées qui sont organisées où un certain nombre de projets qui cherchent des partenaires sont présentés. On pourrait imaginer de mettre en place un formalisme pour interfacer
l'offre à la fois en termes d'entreprises innovantes et d'acteurs de la recherche publique et privée avec ce genre de dispositif, ce genre de journée. Jean-Luc Gagnère, un autre commentaire sur ce qui vient d'être dit, et puis ensuite on repassera la parole à ces messieurs pour une dernière question. Je crois qu'il est très clair qu'on connaît tous la complexité, mais il faut raisonner en dynamique et non pas sur une photographie à un instant donné. La dynamique, c'est qu'il y a des réelles coopérations qui se sont mises en route. Alors, avec l'ARDI, avec les pôles de compétitivité, les clusters. Bon, moi, j'observe, par exemple, puisqu'on a une commission un peu particulière en région Rhône-Alpes qui s'appelle la commission PERIC, qui permet d'auditionner tous les pôles de compétitivité sur chaque projet FUI et surtout, depuis maintenant 2 ans, d'essayer de travailler ensemble sur un certain nombre de sujets. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a des coopérations de plus en plus fréquentes entre les pôles de compétitivité, de la collabellisation. Bon, parfois, c'est assez astucieux de passer par un autre pôle quand on est soi-même saturé. En tout cas, ça marche en Rhône-Alpes et c'est assez astucieux. Ça permet à Rhône-Alpes de tirer son épingle du jeu au-delà de ce que représente la région Rhône-Alpes dans le poids économique et scientifique, me semble-t-il, par rapport au niveau français. Il y a autre chose qui moi, me tient à cœur, c'est lorsque les pôles de compétitivité ont été créés par l'État, beaucoup se demandaient en région s'il fallait continuer à avoir cette politique cluster, les clusters, les fameux clusters économiques. Donc, les deux approches ne sont pas antinomiques. D'abord, moi, je privilégie l'approche cluster qui doit se généraliser. On part des besoins de l'entreprise. On est dans une démarche remontante. Le standard international, c'est celui-ci. Alors, mais comme nous sommes un peu jacobins, il y a eu une vision descendante. Heureusement, qui a été franchement atténuée par la pratique de terrain. Mais on est obligé de repasser par Paris pour un certain nombre de financements. Mais en tout cas, ça marche. Et donc, les deux démarches sont assez complémentaires. Et il y a des pilotages uniques. Je prends sur plusieurs pôles de compétitivité. Automotive Cluster et l'UTB, c'est un pilotage unique. Sur Imaginov, c'est la même chose. Sur Plastipolis, bon. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de pragmatisme au niveau local pour faire que tout ça, ça fonctionne sur des sujets qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, en dynamique, ça marche. Et l'ARDI doit apporter sa contribution sur le métapôle, sur écotechnologie. Bon, quand on a eu à plaider la cause au niveau du ministère, j'étais avec une collègue grenobloise, les fonctionnaires ils étaient un peu dubitatifs, mais on a dit mais en Rhône-Alpes ça peut marcher parce qu'on a ce savoir-faire et on est capable d'assurer, et donc à l'unanimité d'ailleurs des 4 pôles les plus importants, l'ARDI a été sollicité pour faire ce travail. Bon, et donc je crois que l'ARDI a vraiment répond à un besoin. L'ARDI, quand même, ça n'a pas été suffisamment rappelé. On a tenu à ce qu'il y ait une implantation locale de l'ARDI. Ce n'est pas une affaire strictement lyonnaise dans Lyon. L'ARDI est implanté localement. Alors, ça a complexifié encore les fusions des pôles et agences. Ça coûte cher. Ça coûte plus cher que s'il y avait une seule agence. Mais je crois qu'il est extrêmement important que l'ARDI soit présente sur un certain nombre de territoires et qu'il y ait un guichet ouvert donc aux acteurs du territoire avec un guichet qui est plus spécialisé maintenant, mais qui ouvre sur l'ensemble des métiers de l'ARDI. Et puis, comme Philippe Morin-Perrier a évoqué l'Europe, je pense qu'il y a le local, il y a aussi l'européen. On a un challenge à relever qui est de travailler sérieusement pour les prochains programmes opérationnels européens sur UE 2020. Horizon 2020 va succéder au 7e PCRD. Moi, je pense que l'ARDI, avec évidemment en partenariat avec d'autres, va pouvoir constituer la cheville ouvrière des montages de projets européens. Alors, je ne pense pas qu'il faille le faire de manière institutionnelle. Ce n'est pas le sujet de la région Rhône-Alpes, n'a pas à signer avec telle autre région. Ce sont des projets qui peuvent être très ponctuels sur un sujet donné, qui vont mobiliser telle lande allemande, telle région espagnole, etc. Et donc, je pense qu'il va falloir être extrêmement attentif et en tout cas être très actif
pour qu'on se rende visible à Bruxelles. C'est extrêmement important. Enfin, quand je dis on se rende, c'est un nous collectif. Hein, c'est parce qu'on est quand même très très en retrait de ce que font des pays voisins. Et je pense notamment à la région partenaire qui est le Bade-Württemberg. Bon, il faut qu'on soit plus présent à Bruxelles, il faut se rendre visible, il faut se rendre aussi utile pour les différentes entreprises et les réseaux qui existent en Rhône-Alpes, parce que les financements, c'est là-bas qu'il va falloir aller les chercher, compte tenu des contraintes budgétaires que l'on connaît en France. Donc c'est l'Europe qui va donner un nouvel horizon en termes de financement et aussi en termes de perspective, parce que quand on regarde la stratégie pour les prochains programmes européens, enfin, il se trouve qu'on avait une présentation ce matin en commission. On dirait presque du copier-coller de ce qu'on a pu réfléchir en région Rhône-Alpes. D'abord, dans le cadre de la stratégie régionale d'innovation, donc qui a été co-signée avec l'État, puis la stratégie régionale de développement économique et d'innovation, la SRDI. Et donc, on voit bien qu'on est complètement dans le tempo. Et donc, je crois qu'on a une convergence avec la Commission européenne. Qu'en faut-il que les chefs d'État européens évoluent sur un certain nombre de questions, mais ça c'est une question de semaines, de jours et de semaines, me semble-t-il. Mais en tout cas, l'ARDI aura un rôle à jouer aux côtés des autres, hein, mais l'ARDI peut être extrêmement utile comme un organe fédératif et une porte d'entrée pour remonter ces projets qui sont complexes, qui ne sont pas à la portée de n'importe quel labo, de n'importe quelle entreprise. Et donc, ça, c'est vraiment le challenge qu'il va falloir gagner d'ici 2014. Messieurs, la même question à tous les trois. Dans vos organisations, structures, non pas qu'est-ce que vous fixeriez comme feuille de route à l'ARDI, puisque vous êtes dans la gouvernance de l'ARDI, vous êtes bien placé pour le faire. Qu'est-ce que vous fixez vous-même à vos organisations comme priorité, quelque chose spécifiquement à faire ou à développer avec l'ARDI, que ce soit dans le monde de la recherche plus universitaire et plus fondamentale, que ce soit dans ce monde de recherche qui nous a été décrit côté CEA, ou que ce soit dans les chambres de commerce au niveau régional, nouvelle organisation. Priorité que vous fixez d'un type de collaboration à développer avec l'ARDI? La réponse va être relativement simple, parce que la première attente des entreprises, c'est la lisibilité, la clarté, je l'ai dit tout à l'heure. On avait la même problématique il y a quelques mois au niveau de l'international. Et je dirais qu'au niveau de l'international, on a réglé, tout n'est pas réglé, mais on a largement amélioré les choses en signant un accord stratégique entre l'État, la région, le réseau consulaire, c'est-à-dire ERAI, UbiFrance, le réseau des chambres consulaires, en juillet. Ça a donné l'occasion de faire des décrets d'application et, je dirais, une mise en route à la fin de l'année, parce que ça prend un certain nombre de temps. Et si aujourd'hui tout n'est pas réglé, je dirais que ça marche bien, avec des indicateurs communs, avec une vision commune, et je dirais que la période où tout le monde se tirait un peu la couverture haute est passée. Donc on a une expérience locale, régionale réussie. Ma contribution, moi, en tant que premier vice-président des CCIR, c'est de m'impliquer pour faire un accord cadre dans l'innovation avec l'ARDI, OSEO ou d'autres partenaires, je dirais, dans le même esprit, pour donner plus de lisibilité aux entreprises. Parce que je suis sûr que ça marchera. Jean-Charles Guibert. Dans notre cas, donc, nous avons déjà des collaborations avec l'ARDI dans le cadre de certains projets où l'ARDI nous aide, mais parfois c'est avec l'ARDI, parfois c'est avec Minalogic. Je veux dire, on travaille de manière indépendante avec chaque médiateur. Par contre, dans le cadre de l'IRT, la nouvelle structure que nous créons, qui a été labellisée très récemment, il y a toute une partie sur les PME, et une de mes volontés que nous avons déjà commencé, c'est que dans ce travail-là, il y a en même temps l'ARDI, il y a Minalogic, le pôle de compétitivité, il y a la EPI, il y a les différentes agences qui travaillent tout ensemble, avec nous, bien entendu, et avec les autres acteurs de la recherche, par rapport à cet axe PME. Ce qui est intéressant, c'est un projet qui est labellisé, sur lequel il y a des engagements qui ont été pris, mais arriver à faire travailler tout le monde ensemble sur des buts communs à 2-3 ans. Je veux dire, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a commencé. Les premières réunions ont permis de réunir toutes ces structures. Khaled Bouabdallah, si j'ai bien compris, un de vos enjeux, c'est d'arriver à mieux faire travailler la recherche avec le monde des PME. Absolument. Donc, moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Jean-Louis Gagnard sur l'enjeu de l'accès aux ressources et donc de la question Europe.
Et là, je crois qu'il y a un vrai terrain de rapprochement à jouer de façon vraiment effective entre l'ARDI et les structures mutualisées de valorisation pour aller ensemble avec des entreprises sur des projets européens et donc soutenir ces projets-là, les accompagner et les faire réussir. Je crois que c'est un vrai défi, un vrai enjeu pour l'avenir, et pour l'ARDI et pour la recherche. Merci. On a quelques minutes pour des questions de la salle, si vous souhaitez en poser. Monsieur, avancez-vous pour prendre un des micros qui sont disponibles sur une des tables. Vous avez un bouton qui doit vous permettre, c'est fait, et je vous demanderai de bien vouloir vous présenter également. Oui, bonsoir, Karim Chiban, Grenoble INP. Je voudrais apporter plutôt un témoignage qu'une question. Donc Jean-Charles Guilbert a parlé de l'IRT. Je voulais signaler que Grenoble INP est impliqué dans ce projet et que c'est une réponse très pragmatique à la collaboration entre les PME et les écoles d'ingénieurs en particulier, ou les laboratoires de recherche. Donc ce sont des dispositifs qu'on pratique au sein de Grenoble INP, en particulier en Rhône-Alpes Sud, plus exactement à Valence, où il existe des dispositifs on va dire de recherche expérimentale ou de développement industriel, si on voulait reprendre la terminologie OSEO, qui permettent finalement à une PME de manière très réactive d'avoir un dispositif pour faire un step R&D dans son processus d'innovation. Donc ce step R&D, ça va être une faisabilité technique, un démonstrateur, une validation techno-émergente, et ça s'appuie complètement sur des équipes d'élèves ingénieurs qui vont être encadrées et environnées et qui vont travailler pour une PME. Et l'IRT, à travers la dimension valorisation, relations école d'ingénieurs entreprises, même un label qui s'appelle EasyTech aujourd'hui, qui donne une capacité à une PME de trouver une solution très réactive en ce sens. Un coût contenu et forfaitaire, une équipe, un délai de 6 mois, un livrable. Et ça, je pense que c'est un retour d'expérience qui a plus de 15 ans au sein de cette université, de cette fédération d'écoles d'ingénieurs. Et je voulais le signaler parce que je pense que c'est un dispositif qui a encore besoin d'être diffusé, connu et actionné, parce que c'est une réponse très pragmatique pour faire des steps R&D, et en partenariat d'ailleurs avec le CEA sur ce genre de sujet. Voilà. Merci. Donc une contribution plus qu'une question. Exactement. Et on note aussi que vous avez pointé le sujet des 6 mois, enfin le tempo des 6 mois qui a été évoqué. Autre question dans la salle ou intervention? Monsieur, et puis ensuite monsieur, allez-y. Oui, bonjour, Jacques Lacroix, je suis directeur innovation de la société Sigvaris, qui est leader dans la compression médicale et sportive, à Saint-Just-Saint-Rambert et Andrézieux, qui fabrique 100% en France, pour la petite anecdote. À peu près 700 personnes, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, une belle ETI, on va dire. Je voudrais reprendre un petit peu ce qui a été dit, et là, comme témoignage d'une entreprise de cette taille-là, je suis, et je ne suis pas le seul, complètement perdu vis-à-vis de toutes les possibilités qu'il y a aujourd'hui, toutes les offres qu'il y a en termes d'aide à l'innovation. Je veux dire par là que ce soit ARDI, OSEO, TESAM, les CCI, les clusters, on ne sait plus vraiment à qui s'adresser et on n'y voit pas clair du tout. ARDI en particulier, parce que vous êtes à la fois manager et en même temps expert, et pas expert de tout, donc c'est pas simple. Voilà. Alors je voudrais rejoindre aussi ce qu'a dit quelqu'un précédemment, M. Joubert Desouches, dans le sens où il y a beaucoup de petites, moyennes ou grands acteurs de l'innovation privée qui font des choses très très bien, et il y a réellement un problème de positionnement de toutes les instances aujourd'hui qui interviennent dans l'innovation, et ça ne participe pas à la clarté. Alors je vous invite en fait, c'est pas une question, c'est une proposition, je vous invite à travailler avec des représentants d'entreprises comme la mienne, enfin de ce niveau-là, et également de quelqu'un comme M. Joubert Desouches, pour clarifier ça et puis trouver le positionnement qui nous permette d'y voir plus clair. Et puis enfin, j'aurais bien aimé voir des indicateurs de performance de l'ARDI, non pas en termes de nombre d'interventions auprès des entreprises, mais plutôt de la richesse créée auprès des clients qui ont utilisé ARDI. Voilà. Qui répond là-dessus? Juste répondre sur le dernier point. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une démarche d'amélioration continue au niveau de l'ARDI qui est en cours. Première étape, c'était de mettre en place des indicateurs de reconnaissance. Il est clair que
l'étape suivante, c'est de mettre en place des indicateurs d'impact. Et je pense que c'est une des tâches que l'ARDI va prendre en compte dans sa future feuille de route stratégique. Et pour poursuivre la question qui était posée, qui reprenait donc une question sur laquelle on devait revenir, l'enjeu de la collaboration avec les acteurs privés de l'innovation, de l'accompagnement. Est-ce que ça fait partie, ça aussi, des choses qui, pour vous, sont à prendre en compte ? Dans les discussions qui ont déjà commencé, qui vont devoir avoir lieu entre les différentes structures qui ont en charge l'aide à l'innovation pour les entreprises, il est clair, enfin ça a déjà été dit tout à l'heure, qu'il est hors de question d'exclure les structures privées. Elles ont aussi une richesse à apporter et je tiens à ce qu'elles fassent partie de ces échanges, de manière très très claire. Jean-Luc Gagnère. Oui, Sigvaris est concerné par un pôle de compétitivité sur le textile et donc il me semble que vous avez su trouver le chemin au moins sur un FUI. Donc ce qui montre que quand on est bien organisé, on y arrive. Et en tout cas, le pôle de compétitivité TechTerra s'adresse plutôt à des PME d'ailleurs qu'à des ETI. Et on a décidé, avec l'État, de mettre le paquet sur l'accompagnement des entreprises, sur l'innovation, l'excellence scientifique et puis la R&D, en arrêtant un programme, un contrat sectoriel qui aujourd'hui n'avait plus de sens, puisqu'on peut faire l'accompagnement des entreprises d'une autre manière. Donc il faut qu'on arrive à canaliser les choses, parce qu'il y avait une offre un peu trop foisonnante et parfois les entreprises de votre secteur, en tout cas c'est pas pour le Sud-Loire, où le textile technique et le textile médical est extrêmement performant, où il y a eu une vraie réforme des métiers donc des entreprises du textile. Eh bien, vous avez su évoluer. Alors, il n'y avait pas l'ARDI, il n'y avait pas les pôles de compétitivité, et donc on le doit d'abord aux dirigeants d'entreprise et aux équipes dirigeantes de ces entreprises. Il y a de très belles pépites, et moi je vous invite à visiter. Et je souhaiterais que vous puissiez inviter un certain nombre de monde dans votre entreprise, parce que vous avez une entreprise qui est absolument merveilleuse. Alors, sur la place des privés, je crois qu'il y a du travail pour tout le monde et les choses sont assez... Enfin, je crois qu'il faut jouer la complémentarité. On a eu le même débat sur l'international. C'est un débat récurrent. Il y a de la place pour des structures publiques qui sont payées pour ça. Ce que l'on demande aux structures publiques, c'est pas d'aller faire de la concurrence déloyale au privé. D'abord, c'est interdit par les contraintes européennes. Et en même temps, on sait très bien que l'initiative privée, aussi bien en matière internationale que innovation, reste insuffisante dans notre pays. Et donc, il a fallu construire ou bidouiller des choses qui font qu'on va pallier un certain nombre de carences de notre système. Alors, l'ARDI n'a pas vocation, je le dis très nettement, n'a pas vocation à aller marcher sur les plates-bandes des entreprises dont c'est le cœur de métier, parce que c'est pas son rôle. Et ce type de concurrence déloyale serait d'ailleurs pour être contesté devant les juridictions européennes. Donc, à charge, évidemment, pour l'ARDI et pour les privés d'être organisés pour travailler ensemble. D'ailleurs, ça ne concerne pas que l'ARDI, c'est aussi le travail que mènent les chambres et mènent d'autres organismes. Donc il faut trouver les bonnes complémentarités. Mais convenez que dans la période où il a fallu fusionner 7 pôles et agences, il a fallu faire évoluer les métiers, remplacer les cadres. Je crois qu'on avait saturé les contraintes et que dans le développement des 4 prochaines années, eh bien, ça va faire partie du travail. Mais il y a une autre agence qui existe depuis maintenant 22 ou 23 ans. Donc, vous voyez qu'on a des marges de progression, mais je ne remets pas ça pour mes arrière-petits-enfants. Vous vouliez rajouter quelque chose, Philippe? Oui, et puis on prendra ensuite une dernière question. D'accord. Je voulais rajouter un mot. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jean-Louis Gagnère. Il y a de la place pour les structures privées dans les dispositifs d'innovation. C'est même plus que de la place, il y a des besoins. Il y a des besoins qui sont non satisfaits aujourd'hui. Je vais donner juste un exemple qui rejoint un point dont je parlais tout à l'heure, qui est l'Europe. Aujourd'hui, si vous voulez monter un projet européen, vous êtes obligé de vous faire aider par une
par une structure, par un cabinet de consultants pour vous aider à rédiger le dossier. Une des conséquences aussi du fait qu'on est beaucoup moins présent dans les programmes européens, il y a beaucoup de structures qui existaient, qui faisaient ce genre de travail, qui sont partis sur l'aide pour le crédit impôt recherche, pour ce genre de choses, et qui ont perdu des compétences. Aujourd'hui, il n'y a pas pléthore d'offres privées pour aider à monter des projets européens, c'est complètement le contraire. Donc j'en profite pour faire un appel. C'est un des sujets que je pense qu'on va regarder avec l'ARDI, c'est de faire un état des lieux de l'offre privée en termes d'aide au montage des projets européens. C'est pas, le travail de l'ARDI, ça ne va pas être d'aider à monter le projet européen, mais ça va être aider les PME à identifier les bonnes structures privées pour les aider à monter ces projets. Aujourd'hui, il y a des structures qui existent, qui font un travail fabuleux. Elles n'ont qu'un inconvénient. Premièrement, elles ne sont pas françaises, et en n'étant pas françaises, forcément, elles ne sont pas rhône-alpines. Voilà. Donc il y a de la place, il y a largement de la place pour tout le monde. Il y avait une autre question dans la salle, monsieur. Oui. Excusez-moi, René Genillon, Société Mapea, à Fraisse, à côté de Firminy, à côté de Saint-Étienne, dans la Loire. Donc, au passage, si le dynamisme industriel de la Loire se mesure au nombre d'interventions dans la salle, on doit être très très bon dans ce département. Hein. Ou alors c'est le lobbying, je ne sais pas. Peut-être. Mon observation, ou question, comme on voudra, est plutôt la suivante. Elle est que de toutes vos interventions, j'ai bien entendu la complexité qu'il y avait pour une entreprise, en particulier une PME, encore plus en particulier pour une TPE, de s'y retrouver dans le maquis à la fois des offres, des aides, à la fois des structures susceptibles de faire quoi? On a parlé d'innovation et j'ai eu l'impression qu'on confondait assez régulièrement innovation et recherche et développement. Et dans ma définition à moi, ce n'est pas la même chose. Je rappelle aussi que les PME et les TPE peuvent être des ressources d'innovation. Ce n'est pas seulement des organismes qui vont chercher l'information auprès de laboratoires de recherche, d'écoles, de structures de ce type-là. C'est aussi, dans certains cas, dans un certain nombre de cas, c'est aussi des structures qui peuvent proposer des capacités d'innovation. Alors bien sûr, elles sont généralement beaucoup plus limitées, beaucoup plus focalisées sur leur domaine de compétences, généralement beaucoup plus précis que dans le cas de laboratoires de recherche, mais ce n'est pas sans intérêt. Et ça suppose qu'on amène des gens qui sont, eux, spécialisés dans le développement et la recherche et développement, je veux dire en particulier les universitaires. Ça suppose qu'on les amène dans ces entreprises, et aujourd'hui ça manque beaucoup. J'ai le sentiment que plus que jamais, les universitaires en France ne connaissent rien de l'industrie et encore moins des TPE. Et il me semble qu'il y a un effort à faire là-dessus. Alors, au passage, et je terminerai, les chargés de mission, que ce soit des pôles de compétitivité que je connais, que je fréquente, ou les chargés de mission de l'ARDI, font ce qu'ils peuvent. Ils travaillent bien dans ce sens-là, mais il y a une nécessité de faire plus d'efforts, beaucoup plus d'efforts, pour permettre aux structures dont on a parlé de connaître l'industrie, de connaître l'entreprise, de connaître des TPE, et pas seulement l'inverse. Merci. Là aussi, on retourne la chaussette. C'était bien l'idée de la chaussette. Oui, oui, tout à fait. C'était une bonne idée, une bonne image, et je reprends ça volontiers. Bon, je profite de votre question pour je vais faire un mea culpa en public, en plus. C'est vrai que dans mon propos, j'ai contribué à propager un schéma simpliste, enfin un double schéma simpliste. Tout d'abord que l'innovation, c'est forcément de la R&D ou forcément l'innovation de rupture. Je suis complètement d'accord avec vous, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et le deuxième, pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est qu'on imagine de manière assez simpliste que l'innovation, c'est simplement de la connaissance nouvelle générée dans un laboratoire public et privé, et puis qui traverse un certain nombre de structures de valorisation, de transfert technologique, pour finir dans une entreprise. Bon, c'est une vision qui a l'avantage de simplifier les choses. Dans la réalité, ça se passe pas toujours et assez souvent pas comme ça. Les entreprises sont des sources d'innovation. Également, vu du monde de la recherche
académiques, ne serait-ce que parce qu'ils font remonter des problématiques dans des laboratoires, et ces laboratoires ensuite ont pour mission de générer les connaissances qui vont permettre de comprendre ce que l'entreprise n'a pas le temps de comprendre. Donc l'entreprise a aussi un rôle à jouer dans l'émergence de projets thématiques dans les laboratoires. Et puis même, il y a des entreprises qui ont des actions relativement amont et qui sont fortement interfacées avec les laboratoires. C'est évident que les choses sont beaucoup plus complexes. Une chose aussi qui est vraiment importante et à laquelle je suis attaché, c'est qu'il faut réussir à créer des liens pérennes entre les acteurs de la recherche publique et les entreprises innovantes. Aujourd'hui, la rencontre a plutôt tendance à être une rencontre ponctuelle à l'occasion d'un projet collaboratif. La vraie richesse, c'est d'avoir des relations de longue durée. Je ne sais plus tout à l'heure qui parlait du besoin continu d'innovation des entreprises, mais c'est vrai qu'une entreprise dans un domaine concurrentiel, elle a besoin d'avoir des ressources d'innovation de manière continue. Ce n'est pas une innovation un jour et puis on la développe pendant 10 ans, on la fait rentrer sur le marché et puis après on attend que les choses se passent. Il faut être capable d'innover de manière continue. Et pour ça veut dire qu'il faut avoir des liens pérennes avec les structures, qu'elles soient publiques ou privées, qui sont les acteurs de la recherche. Alors, un tout petit complément, Jean-Luc Petite Gagnère, précision, et puis ensuite, côté région, Berton Hervé va rajouter côté région, quelque chose. l'innovation, elle est plurielle, elle n'est pas que technologique. Il faut parler des innovations organisationnelles. Bon, l'ancien pôle productique, qui était une composante de l'ARDI, a travaillé sur ces questions-là. Et quand on travaille sur la performance des entreprises, on sait bien que ça n'est pas uniquement travailler sur la masse salariale, c'est bien plus compliqué que ça. Et donc, innovation organisationnelle, innovation commerciale. Sur les ressources humaines, il y a un véritable enjeu en termes de travail sur la requalification des personnels dans un certain nombre de branches industrielles. Bon, je pense en particulier à la chimie, où il y a des très très grosses réflexions. Et il y a un travail qui est mené d'ailleurs à partir du pôle de compétitivité pour la requalification, l'adaptation aux nouveaux métiers. Et donc, on parle bien des innovations. Alors, on a pris des raccourcis. Et bon, peut-être, je ne sais pas sur Hardy, le mot innovation, je ne sais pas s'il est au singulier ou au pluriel. En tout cas, pour nous, c'est clairement pluriel. Monsieur Berton Hervé, vous, depuis la salle cette fois et plus comme président, donc... Non, juste un petit point, et je pense que c'est important, l'impact. J'ai juste voulu rebondir sur ce mot. Vous savez que l'ARDI a une très belle trimestrielle qui s'appelle Impact, qui sort, distribuée à 3000 exemplaires et qui est disponible sur le site web. Donc juste en termes de transparence, je pense que l'ARDI aujourd'hui, en termes d'indicateurs, a mis beaucoup d'indicateurs. C'est vrai que l'impact... ça se mesure de façon à la fois objective à travers les enquêtes qui sont aussi annuelles, mais aussi à travers les beaux succès, les témoignages d'entreprises qui sont dans cette revue qui s'appelle Impact. Et je vous invite à la lire, parce que l'impact, c'est ça, c'est les entreprises qui témoignent sur l'ARDI. Voilà, je voulais juste faire ce petit commentaire, parce que l'impact, ça a été le premier mot que j'ai donné lorsque j'ai donné la vision de l'ARDI. C'est l'ARDI, en 4 ans, eh bien, il faudra mesurer l'impact. Et c'est devenu, par la force du personnel de l'ARDI, c'est devenu une très belle trimestrielle avec des témoignages d'entreprises qui montrent cet impact. Je crois que voilà, c'est un beau témoignage que les entreprises témoignent elles-mêmes de ce que l'ARDI leur a apporté. On va boucler un dernier mot du président, classique. Pas de chance. Pas de chance, oui. Non, juste pour finir, je ne vais pas faire un résumé des interventions, il me semble que c'est assez clair. La question de la lisibilité, c'est posé. Juste un mot, juste une réponse à une question que vous ne m'avez pas posée, donc du coup je me la pose à moi-même. La nouvelle gouvernance de l'ARDI, elle va clairement s'inscrire dans la continuité de la gouvernance précédente. Donc vous avez noté que le président de l'ARDI a changé, que le directeur général ne sera bientôt plus directeur général. Donc nous avons lancé un processus de recrutement d'un nouveau directeur général qui se conduit actuellement de manière tout à fait nominale.
Je pense que nous aurons très vraisemblablement un nouveau directeur à la rentrée. Le processus est en cours. On a aujourd'hui une short list de gens tout à fait compétents et motivés pour ce poste. Et dans la période entre maintenant et l'arrivée du nouveau directeur général, on met en place une gouvernance opérationnelle transitoire qui va s'inscrire dans la continuité de ce qui existait auparavant. Donc ce message, c'est à la fois pour l'Assemblée générale de l'ARDI et aussi et plus particulièrement pour les personnels de l'ARDI qui sont présents dans la salle. Bien, merci. Messieurs, je vous invite à rejoindre la salle. Monsieur Karan, on est un peu en retard, désolé. Donc je vous passe un micro.